maintenant, vous savez faire ce qu'on appelle de la découverte. Donc, essayez de chercher de l'information. Vous savez faire ce qu'on appelle une recherche déjà d'informations sur le Internet pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau en matière de cybersécurité. Ça, c'est pas grâce à moi que vous l'avez appris normalement dans un module qui s'appelle veille technologique et base de données. Enfin, j'espère qu'ils vous l'ont appris. Ensuite, vous avez appris à faire un scan de réseau, à faire du footprinting. Donc, déjà, vous avez acquis certaines informations si vous suivez ce processus. Aujourd'hui, ce que nous allons essayer de voir, c'est le principe d'énumération. Donc, c'est beau d'avoir scanné des réseaux, c'est beau d'avoir su qu'est-ce que nous avons comme port ouvert sur des machines, mais qu'est-ce que nous allons faire avec ces informations? Généralement, ces informations sont utilisées pour faire de l'énumération. L'énumération, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement essayer d'inventorier ce que possède votre adversaire, ou bien votre cible, votre victime, appelez-la comme vous voulez. Donc, il faut savoir que dans la phase d'énumération, vous, en tant qu'attaquant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est à ce moment-là que vous allez créer des connexions actives vers des systèmes de vos cibles. Donc, vous allez essayer d'envoyer des requêtes formées, donc, que vous allez créer par vous-même, pour essayer d'avoir le maximum d'informations concernant votre cible. Généralement, les attaquants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'utiliser les informations qu'ils ont pu extraire pour identifier les points d'attaque, donc les points d'entrée, et ils vont essayer de faire, par exemple, des attaques par mot de passe. Ça veut dire pour essayer d'avoir un accès non autorisé. Les attaques par mot de passe, ça peut être des attaques par dictionnaire, par force brute, par vectorisation, etc. Donc, il y a toute une panoplie d'attaques pour de mots de passe qui existent, qu'on pourra voir. Enfin, j'espère qu'on aura assez de temps pour les voir par la suite. Et à travers lesquels, s'il vous plaît, Hamadash, à la fin du cours, rappelez-moi, dites-moi, il faut qu'on discute. Il faut que je parle avec vous d'un point très important qui est en dehors du contenu du cours. Alors, par la suite, il faut savoir que les techniques d'énumération, généralement, ne peuvent pas être menées sur un environnement WAN. On essaie toujours de les mener dans un environnement intranet. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines commandes que nous allons utiliser qui ne fonctionneront pas dans un environnement WAN à cause de la diversification des infrastructures qu'il y aura et à cause des différents points de relais que vous devez traverser. Donc, en d'autres termes, pour pouvoir faire votre énumération, vous devez d'abord avoir un point d'accès auprès de la victime. C'est à partir de ce point d'accès que vous allez faire cette énumération. Donc, il faut savoir que les techniques d'énumération sont variées et diverses. Donc, nous avons déjà l'extraction des usernames, par exemple, en utilisant les ID dans les mails. Donc, si j'ai accès à la liste des mails, je peux avoir déjà toute une liste d'ID. On peut extraire des informations en utilisant des mots de passe par défaut. Il faut savoir que dans les environnements professionnels, souvent, les gens gardent les mots de passe par défaut. Quand parlons des gens, je ne parle pas de la secrétaire, de l'employé et tout. Je parle beaucoup plus des informaticiens. Vous allez remarquer que quand vous allez attaquer des cibles ou bien faire de l'audit ou autre, vous remarquerez souvent que les gens, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement ne pas trop se casser la tête, laisser un mot de passe par défaut, par exemple admin ou autre, quelque chose du genre. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour eux de se rappeler, c'est pas très compliqué. Ou bien ils ont tout simplement la flemme de le faire parce que souvent les informaticiens n'ont pas de formation en sécurité. C'est pas parce que vous faites SSI que vous êtes sensibilisé par rapport à ces problèmes que c'est le cas des autres. Il faut savoir aussi qu'on peut aussi essayer de faire de la brute force Active Directory, qu'on verra par la suite. On peut extraire des informations en utilisant un transfert de zone DNS. On peut essayer de récupérer les user groups à partir de Windows, ou bien tout simplement récupérer des usernames en utilisant le protocole SNMP. Alors, généralement, quand on fait de l'énumération, il y a un certain nombre de ports standards qu'on doit forcément utiliser. Ceci ne veut pas dire que c'est uniquement ces ports que vous allez utiliser, mais généralement, on s'adapte en fonction du système qui nous fait face. Parce que soit j'utilise ces ports standards by default, sinon, ce que je vais faire,
c'est que si je découvre qu'il y a d'autres ports qui sont ouverts au niveau de la victime, dans ce cas-là, je vais tout simplement essayer de découvrir c'est quoi ces ports supplémentaires que je ne connais pas qui sont ouverts et à quoi ils servent. Généralement, chaque ouverture de port signifie tout simplement que la victime qui me fait face, il faut savoir déjà que l'ouverture de port ne se fait pas de manière aléatoire. Si un port est ouvert, ça veut dire tout simplement que la victime qui me fait face a un service qui utilise ce port. Qui dit un service veut dire tout simplement une application qui utilise le port en question. Donc, généralement, les ports standards, nous avons le port 53 pour tout ce qui est DNS, 135 pour le RPC, le 389 pour tout ce qui est LDAP, par exemple le 25 pour la messagerie, le 500 pour tout ce qui est échange de clés cryptographiques, le 22 pour tout ce qui est SSH, etc. Je pense que vous connaissez très bien les numéros de port et les fonctionnalités. On va commencer par l'énumération la plus simple, ce qu'on appelle l'énumération NetBIOS. Alors, il faut savoir généralement que chaque machine possède un nom NetBIOS. Le nom NetBIOS est généralement composé de 16 caractères ASCII qui sont utilisés pour identifier les périphériques réseau sur le protocole TCP/IP. Généralement, 15 caractères sont utilisés pour le nom réel. Le 16e caractère, il est réservé pour définir le type d'enregistrement de service ou bien tout simplement le nom de service NetBIOS qui utilise le port 139. Alors, de manière générale, on utilisera NetBIOS sur TCP qu'on appellera NetBT. Il va utiliser le port 137 pour le nom de service et le port 138 pour ce qu'on appelle le datagram service et le port 139 pour la session de service. Donc, généralement, avec NetBIOS, on va mener nos attaques sur 3 ports, 137, 138 et 139. Généralement, si vous utilisez une énumération NetBIOS, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir découvrir la liste des machines qui existent dans un domaine, les fichiers et les imprimantes partagées, les différents usernames, les mots de passe, ainsi que les politiques qui sont déployées par l'organisation. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes arrivé en TP, si vous avez fait le NetBIOS ou pas encore. Je pense qu'il y a eu un groupe qui a fait TP sécurité de la semaine, l'autre groupe le fera la semaine prochaine. C'est bien ça, vous avez travaillé sur deux heures. Donc vous n'avez pas fait l'énumération encore. Abacha, vous êtes arrêté à quel niveau? Vous avez fait combien d'exercices en d'autres termes? Parce que bon, j'avais demandé à votre chargé de cours de faire des exercices concernant le chapitre précédent et d'autres pour ce chapitre. Ah, vous vous êtes arrêté au scan de réseau. Il faudra aller plus vite en TP parce que tout simplement. Alors, Azouz Yemina me dit on l'a fait. S'il vous plaît, essayez de vous mettre d'accord entre vous. Malish, bon. Vous l'avez fait hier au TP. Oui, je parle du TP d'hier. Malish, bon. L'essentiel, en TP, il faut aller plus vite parce que déjà, ce que je donne à votre chargé de TP, c'est une partie de ce que vous êtes censé faire. Maintenant, j'ai... bon. Hamadash, rappelez-moi à la fin du cours qu'on discute aussi des TP. Hein. Parce que là, il faudra qu'on en parle sérieusement. Donc, ce sera le deuxième point sur lequel on va parler. Alors, quand on parle d'énumération de NetBIOS, alors généralement, si vous êtes sous Windows, il y a une commande simple que vous allez utiliser qui s'appelle nbtstate. Donc, elle va vous permettre d'afficher les statistiques de protocole, les tables, les noms NetBIOS sur les ordinateurs locaux et à distance, ainsi que le cache des noms NetBIOS. Bon, je ne vais pas très rentrer dans le détail de la commande, ça vous le verrez par la suite dans le TP, d'accord? Donc, vous avez beaucoup d'outils qui vous permettent de faire de l'énumération NetBIOS. Vous avez le Nmap, vous avez le IENA, vous avez le WinFingerprint, le NetBIOS énumérateur, le NS Auditor Network et le Security Auditor. C'est des outils que vous allez trouver gratuitement sur les réseaux. On peut aussi faire ce qu'on appelle l'énumération des comptes utilisateurs. Donc, l'énumération des comptes utilisateurs, ça veut dire quoi? On va utiliser une suite qui s'appelle PS Tools, qui va aider à contrôler et à gérer les systèmes à distance. Pourquoi on vous dit ça? Parce que généralement, ce n'est pas un outil destiné aux attaques. C'est un outil qui est utilisé généralement par les administrateurs
pour essayer de faire de l'administration à distance. Donc, vous avez plusieurs commandes, par exemple PS exec pour faire une exécution de processus à distance. Vous avez le PS kill pour tuer des processus, le PS password pour changer le mot de passe d'un compte, etc. Vous pouvez poser des questions à tout moment, hein. N'oubliez pas ce détail. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'énumération des ressources partagées en utilisant NetView. Alors, il faut savoir que NetView est un outil assez intéressant et assez puissant. Vous en aurez besoin tout au long de votre carrière par la suite. Donc, il va vous permettre d'obtenir une liste de toutes les ressources qui sont partagées sur un node distant ou dans carrément un groupe de travail. Donc, c'est tout carrément tout ce qui est partagé sur le réseau. Vous pouvez le voir en utilisant NetView, qu'il soit protégé par un mot de passe ou non. L'accès à ces ressources, ça, c'est une autre paire de manches. Donc, ce qu'on a vu maintenant, c'est tout ce qu'on peut énumérer en utilisant le NetBIOS. Maintenant, on va passer vers le SNMP. Alors, qui peut nous dire c'est quoi SNMP? J'ai un trou de mémoire. Alors, Ben Bouahla Sofiane, est-ce que ça te dit quelque chose de protocole SNMP? Monsieur Ben Bouahla? Ok. Cher Abi. Cher Abi Nasser. Alors, SNMP, est-ce que ça vous parle? Bon, Manal vous a déjà donné une réponse en vous disant c'est Simple Network Protocol. C'est un protocole pour la gestion des réseaux selon Mellah et Ben Mimoun. D'accord, qu'est-ce qu'on entend par gestion du réseau? Alors, Azzouz rajoute une couche en disant que ça travaille ça fonctionne au niveau de la couche applicative pour gérer les différents équipements sur le réseau. D'accord. Alors, SNMP, comme vous venez de le dire, c'est tout simplement le Simple Network Management Protocol. Donc, c'est un protocole qui est utilisé pour la gestion des périphériques réseau à distance. Il faut savoir que l'énumération SNMP est un processus d'énumération déjà des comptes utilisateurs. Donc, ça vous permet de connaître tous les comptes des utilisateurs sur les périphériques qui se trouvent sur un réseau par rapport à un système cible. Donc, SNMP, il faut savoir qu'il se compose déjà d'un gestionnaire et d'un agent. Donc, là, on est en train d'essayer d'expliquer le fonctionnement de SNMP pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc, nous avons le gestionnaire de nerfs qui est essayez de l'imaginer comme étant le centre du fonctionnement de SNMP, donc le noyau central. Et nous avons des agents qui orbitent autour, donc ils vont être envoyés vers chaque périphérique. Donc, chaque périphérique qu'on veut administrer aura un agent à côté de lui. Et le gestionnaire sera au niveau d'un PC ou d'un serveur. Il a pour rôle d'administrer les différents agents qui sont déployés sur les différents périphériques. Donc, c'est pour cela que nous allons avoir deux mots de passe au niveau de SNMP. L'un est utilisé pour accéder et configurer l'agent SNMP à partir de la station de gestion. Donc là, on pourra vous allez avoir ce qu'on appelle le read community string. Donc, il est utilisé par défaut. Et là, il va permettre de visualiser la configuration des appareils et des systèmes. Donc là, le premier, c'est le read community. Donc, généralement, vous allez remarquer que dans tous les réseaux, la plupart, disons 90% des réseaux, les administrateurs ne vont pas le changer. Pourquoi? Il part du principe, il est utilisé seulement pour visualiser la configuration de la configuration. Donc, ça permet aux gens que de voir. Donc, le deuxième, c'est ce qu'on appelle chaîne de communauté en lecture, écriture. Donc là, il est privé par défaut déjà. Et il est personnalisé généralement par les administrateurs. Lui, par contre, permet l'édition à distance de la configuration. Donc là, il permet de modifier la configuration des équipements. Nous, à ce stade, comme on fait de l'énumération uniquement, donc le read community string suffit largement pour récupérer. Non, ça, c'est les mots de passe. J'avais dit qu'il y a deux types de mots de passe. Le read community et la chaîne et le read-write community string.
Effectivement, le read community est utilisé au niveau des agents SNMP, comme vous pouvez l'utiliser carrément au niveau de la console centrale. Alors, il faut savoir que l'attaquant, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser les mots de passe par défaut, donc qu'on appelle le read community string, pour extraire toutes les informations. Donc là, en faisant votre énumération, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez extraire des informations sur les ressources réseau, par exemple les hosts. Les hosts, c'est les PC, les routeurs, les machines partagées, ainsi que d'autres informations aussi, comme par exemple les tables AFP, les tables de routage, la densité du trafic. Donc tout ça, c'est des informations que vous allez pouvoir récupérer. Bon, généralement aussi, il faut savoir que au niveau de SNMP, si la community string ne correspond pas au mot de passe qui est stocké dans la base de données au niveau du gestionnaire, ce qu'on appelle le MIB, pour Management Information Base. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'hôte va envoyer une nouvelle community string au gestionnaire préconfiguré qui va indiquer l'erreur. Donc, même si vous allez injecter un mauvais mot de passe, il va lui envoyer un message d'erreur avec une chaîne déjà préconfigurée. Donc, vous allez pouvoir prélever. C'est l'une des faiblesses du protocole SNMP. Alors, le MIB, c'est quoi? C'est tout simplement une base de données virtuelle qui va contenir une description de tous les objets réseau qui peuvent être gérés par le protocole SNMP déployé. Cette base de données a comme propriété qu'elle est hiérarchique. Donc, qui dit hiérarchique, ça veut dire quoi? Qu'elle est structurée, déjà. Et tout simplement, chaque objet géré dans la MIB sera adressé via un identificateur unique, ce qu'on appelle le OID, pour Object Identifier. Il faut savoir qu'il existe deux types d'objets gérés. Nous avons ce qu'on appelle les objets scalaires, qui eux vont définir une seule instance d'objet. Par exemple, j'ai un seul routeur, ça va être un objet scalaire. Et nous avons les objets tabulaires qui vont définir plusieurs instances d'objets associés et qui vont être regroupés dans la table MIB. Par exemple, si je voudrais vous dire, moi j'ai 4 switches qui sont liés, donc on peut les définir. Pouvez les trouver comme étant définis, comme étant objets tabulaires, qui vont être mis dans le même tableau avec un numéro de référence différent. Donc oui, effectivement, M. Abacha, c'est du monitoring. Et oui, Hamadash, c'est une structure arborescente. Mais seulement au niveau des feuilles, on va trouver deux types de feuilles. On trouvera les feuilles scalaires et on trouvera les feuilles tabulaires. Il faut savoir que l'OID aussi va inclure le type d'objet. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est... Donc, au niveau de l'OID, nous allons avoir plusieurs champs en quelque sorte. Parmi ces champs, nous allons avoir le type d'objet. Est-ce que c'est un objet compteur? Est-ce que c'est un objet chaîne? Ou c'est un objet adresse? Nous allons avoir le niveau d'accès. Ça veut dire quoi? Est-ce que l'objet il est accessible pour les notifications? Est-ce qu'il est accessible en lecture? Est-ce qu'il est accessible en lecture-écriture? Ou bien tout simplement, ce n'est pas un objet accessible. Nous avons un autre champ qui est la restriction de taille, donc pour définir une limitation de taille, et des informations sur la plage par rapport à cet objet. Il faut savoir aussi que dans SNMP, nous allons utiliser un espace de nom hiérarchique dans la table, qui va contenir les OID, pour essayer de traduire les numéros OID en un affichage lisible pour l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va être un affichage assez convivial pour que le lecteur puisse comprendre et identifier les différents objets. Maintenant, pour faire de l'énumération SNMP, nous avons deux outils assez simples à utiliser. En fait, les outils que je vous donne, ce n'est pas les seuls outils. J'essaie de vous donner les outils les plus facilement utilisables et surtout des outils gratuits. Maintenant, même dans certains cas, vous allez voir que les outils que je vous donne ne sont pas gratuits, mais c'est des outils qui contiennent une période ce qu'on appelle de démonstration, donc une période d'essai qui va vous permettre au moins de manipuler cet outil. Si je vous donne des outils qui ne sont pas gratuits, c'est tout simplement parce que soit les outils gratuits qui existent ne sont pas assez robustes, soit qu'ils ne font pas toutes les fonctionnalités, soit qu'ils sont assez complexes à utiliser et que vous n'aurez pas le temps de vous documenter là-dessus pour mieux les utiliser. D'accord? Donc pour les outils, nous avons le SNMP Check qui permet d'énumérer les périphériques et de les mettre dans une forme de tableau généralement en sortie.
Et nous avons ce qu'on appelle le Soft Perfect Network Scanner, qui lui va essayer de vous énumérer tous les dossiers partagés, ainsi que toutes les informations liées au périphérique via plusieurs protocoles, que ce soit du WMI, SNMP, HTTP, SSH, voire même via du PowerShell. Alors, après l'énumération SNMP, on va un peu discuter de l'énumération LDAP. Alors, tu peux me dire c'est quoi un LDAP déjà? GTR, vous avez intérêt à répondre. Hein? Non. Les autres, je ne sais pas si vous avez vu les LDAP. Je pense que ACAD, vous les avez déjà vus. Protocole d'identification. Oui, top. Ah, Z. Il y a quoi d'autre? Cher Abi, est-ce que ça vous dit quelque chose? Cher Abi, une fois. Cher Abi, deux fois. Je vais googler. Non, ne googlez pas. C'est pas le but. Aïtihiyat al-Iman. Alors, généralement, quand est-ce qu'on trouvera un LDAP? Le LDAP, vous ne le retrouverez que si vous avez déjà un domaine. Voilà. Active Directory, quand on est sous Windows, maintenant, si on est sous Linux, ça ne s'appelle pas Active Directory, monsieur Gasson. Alors, généralement, nous avons un LDAP si nous avons déjà une notion de domaine. D'accord? Généralement, le protocole LDAP pour le Lightweight Directory Access Protocol. Donc, c'est tout simplement un protocole IP qui permet l'accès à un service d'annuaire distribué. Il faut savoir que généralement, les services d'annuaire vont nous offrir un ensemble d'enregistrements qui sont organisés, hiérarchiques, et qui disposent d'une structure logique. C'est comme, par exemple, un annuaire qui nous permet de retrouver des numéros de téléphone, des adresses mail ou autres. Généralement, quand un client initie une session LDAP, il va se connecter au DSA, qui est le Directory System Agent, via le port 389. Et il va envoyer une requête. L'information sera transmise entre le client et le service en utilisant le Basic Encoding Rules. Et c'est là que la session sera initiée. Donc l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? L'attaquant va essayer tout simplement d'envoyer des requêtes au service LDAP pour essayer de récupérer les noms d'utilisateurs valides, les adresses, les détails sur un département de données. Et ces informations vont lui servir d'initier par la suite des attaques. Donc voilà un peu l'énumération qui va être faite. Récupérer les noms d'utilisateurs parce que dans un domaine, les noms d'utilisateurs sont importants. Leurs adresses. Maintenant, les adresses, ça peut être les adresses mail, voire même les adresses physiques. Vous allez voir par la suite pourquoi est-ce qu'on récupère les adresses physiques. Maintenant, pour l'énumération LDAP, nous avons le Softera LDAP Administrator. Nous avons le LDAP Admin Tool, le LDAP Account Manager, le LDAP Search, le JExplorer, ou bien l'Active Directory Explorer. Nous avons aussi d'autres types d'énumération, notamment l'énumération NTP et NFS. Alors, NTP, c'est pour tout simplement Network Time Protocol. Alors, c'est un protocole qui a été conçu pour la synchronisation des horloges des ordinateurs sur un réseau. Il utilise le port 123 pour communiquer et il offre une précision d'un dixième de milliseconde, de 10 millisecondes, donc un centième de seconde sur les réseaux Internet publics. Par contre, si on parle des réseaux LAN, là, vous allez avoir une précision de 200 microsecondes ou mieux. Donc, tout dépend généralement des conditions de votre LAN. Est-ce qu'il est bien configuré? Est-ce qu'il a été bien déployé, etc. Donc, maintenant, vous allez me dire à quoi servira ce protocole pour faire de l'énumération. Il faut savoir que l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer tout simplement d'envoyer une requête vers le serveur de temps pour lui dire quels sont les autres qui sont connectés et qui récupèrent du temps de chez toi. Étant donné que c'est un serveur de temps, c'est qu'il a des clients. Ben, nous, on essaie de récupérer le nom des clients. On va essayer de récupérer les adresses IP de ces clients. On va essayer de récupérer l'OS des différents clients. Maintenant, dans le cas où les administrateurs ou les concepteurs du réseau ont mal fait leur travail, vous allez voir qu'ils vont mettre leur serveur NTP dans la DMZ.
Et s'ils vont commettre cette erreur, c'est qu'à partir de l'ADMZ, vous allez pouvoir récupérer toute l'architecture du réseau interne en récupérant toutes les adresses IP, les noms des hôtes qui se trouvent en réseau interne. Maintenant, vous avez toute une liste de commandes que vous allez pouvoir utiliser. Bon, vous allez les voir en TP, enfin j'espère. Maintenant, pour les outils d'énumération, nous avons un outil assez intéressant qui est le PRTG Network Monitor. Donc, c'est un outil qui va comprendre un moniteur de capteurs SNTP. Alors, un serveur SNTP pour Simple Network Time Protocol. Et il va vous afficher le temps de réponse du serveur, les décalages horaires par rapport à l'heure du système local, etc. Maintenant, on a d'autres outils tels que Nmap, Wireshark aussi que vous pouvez utiliser pour récupérer les informations en faisant uniquement du eavesdropping. Vous pouvez utiliser le UDP Protoscanner ou bien tout simplement le NTP Server Scanner. Il faut savoir que depuis sa version 3.0, NTP maintenant supporte les techniques d'authentification cryptographique entre les paires NTP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information risque d'être chiffrée. Alors, le système NFS. Alors, il faut savoir que c'est un système qui est implémenté sur les réseaux informatiques où on centralise les données. Alors, généralement, il est utilisé spécialement quand nous avons des ressources critiques qu'on veut partager et sécuriser. Donc, dans ce cas-là, si vous attaquez en utilisant ce protocole, vous allez pouvoir identifier les répertoires qui ont été exportés par des clients. Vous allez pouvoir identifier la liste des clients connectés au serveur aussi. Comme vous allez pouvoir récupérer leurs adresses IP ainsi que les données partagées associées à chaque adresse IP d'un client. Pour ça, vous pouvez utiliser SuperEnum ou bien RPC Scan. Alors, il y a l'énumération SMTP et DNS aussi. Alors, SMTP pour la messagerie, DNS pour le DNS. Bon. Alors, il faut savoir que SMTP généralement utilise trois commandes de base. C'est le verify pour valider un utilisateur, le EXPN pour donner les adresses de destination des alias et des mailing lists, et le receipt2 pour définir les destinataires d'un message. Une question, qui peut me dire c'est quoi un alias de messagerie? C'est une adresse email où on peut envoyer et qui va renvoyer vers la vraie adresse. C'est presque ça, Aïti Hiyatem. Presque. Vous n'êtes pas loin de la vérité. Alors, on va demander à quelqu'un d'autre. Alors, puisque personne ne se porte volontaire aujourd'hui, dites-moi, vous avez eu quoi comme cours avant pour que vous soyez sonné à ce point-là? Hamadash, où je toi avant? Rien. Ben, on devra vous mettre un cours avant pour vous réveiller. Alors, Old Saada Manal, vous êtes là? Old Saada, une fois. En fait, à partir de maintenant, la personne que j'appelle qui répond ni par écrit ni par voix vocale sera considérée comme absente. Bon, les absences ne sont pas sanctionnées, mais la note d'assiduité risque de baisser. Oud Saada deux fois. Oud Saada trois fois. OK. Racha Kedida. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée sur c'est quoi un alias? Oui ou non? Oui, ça veut dire j'ai une idée. Non, j'ai pas d'idée. Vous pouvez écrire, vous savez. Racha, j'attends une réponse de votre part. OK. Alors, la question que je vous pose maintenant, le fait de dire que j'ai un alias, est-ce que cela veut dire que j'ai une deuxième boîte mail? Le fait d'avoir un alias, est-ce que cela implique que j'ai une deuxième adresse mail? Donc physiquement, hein, je parle physiquement. D'accord. Vous avez raison. Le fait de dire que j'ai un alias ne veut pas dire que j'ai une deuxième boîte mail.
Je vous donne un exemple. Imaginons que moi, j'ai une boîte mail qui s'appelle hm@outlook.com. Maintenant, je vais devoir m'inscrire dans un site web et j'ai pas envie que le site web récupère ma vraie adresse mail parce que j'ai peur qu'on attaque mon adresse mail ou bien tout simplement que quelqu'un essaye de me saturer de spam ou autre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un alias. Un alias, ça veut dire quoi? Ça veut dire un deuxième nom associé à la même boîte mail. Par exemple, je vais dire sp@outlook.com va être mon alias. Donc, réellement, sur le plan physique, il n'y aura pas une deuxième boîte mail, ce sera une deuxième adresse mail associée au même compte de la messagerie. Une fois que je vais l'associer, j'aurai le choix. Est-ce que les messages qui vont venir via cet alias vont être orientés vers ma boîte de réception ou bien je veux qu'ils soient orientés vers un dossier en particulier? Généralement, ce serait bête de les mettre dans la boîte de réception, donc généralement, on associe un deuxième dossier. Donc, le résultat sera quoi? Que le site auquel je me suis inscrit, quand il m'enverra un mail, je recevrai le mail dans la même boîte, mais dans un deuxième dossier. Ou bien, si quelqu'un d'autre va essayer de m'attaquer, par exemple, parce qu'il croit que c'est ma boîte mail, il va essayer de la brute forcer ou autre, il pourra essayer de l'attaquer vu que ma boîte mail n'est pas accessible via avec l'identifiant. Donc, l'identifiant qui est l'alias ne permet pas d'accéder à ma boîte mail. Donc, l'attaquant pourra attaquer autant qu'il veut. Ça ne servira absolument à rien. Ça servira tout simplement à moi pour recevoir des mails, mais ne sert pas de point d'accès. À moins que vous décidiez vous-même de configurer votre alias de telle manière à ce qu'il puisse permettre l'accès à votre boîte mail. Et là, ce sera vraiment une erreur monumentale que vous auriez fait. Alors, il y a Yahyatin qui pose comment la créer. Alors, Yahyatin, je vous demande de poser la question à votre meilleur ami qui s'appelle Google. Parce que, à vrai dire, tout dépend du serveur de messagerie. Alors, mettez création alias sur Hotmail, création alias Google, etc. C'est quand vous rentrez dans les paramètres de votre boîte mail que vous allez pouvoir créer autant d'alias que vous voulez. Alors, il faut savoir que les serveurs SMTP répondent généralement de manière différente aux commandes Verify, EXPN, bien RCPT. Pour un utilisateur valide ou non. Ça veut dire que si moi je veux vérifier si un utilisateur existe, je fais Verify, par exemple, acd@outlook.com. J'aurai une réponse si l'utilisateur existe et j'aurai une autre réponse si l'utilisateur n'existe pas. C'est pour cela qu'un attaquant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut interagir directement avec le serveur de message SMTP en utilisant soit Telnet, soit n'importe quel autre protocole, et il va faire ce qu'on appelle une attaque par dictionnaire. L'attaque par dictionnaire, ça veut dire quoi? Il va envoyer des requêtes verify vers le serveur en lui disant est-ce que tel nom existe? Est-ce que tel nom existe? Est-ce que tel nom existe? Le serveur va lui répondre à sa requête par oui, elle existe ou non, elle n'existe pas. Alors, là, vous dites, mais si ma destination me répond, comment ne puis-je être... J'ai pas compris. Ah, d'accord. Monsieur... Alors, je vois ce que vous avez fait. Alors, Saoudi qui dit, monsieur, ce processus, c'est comme en Windows, genre ouvrir une application, non pas en l'exécutant elle-même directement, mais en l'ouvrant avec un raccourci. C'est pas exactement ça, monsieur Saoudi. C'est un peu plus complexe que ça. Imaginez que, je vais vous donner un exemple, monsieur Saoudi. Imaginez que vous habitez à une adresse, on va dire 10 rue de la Paix. D'accord? Vous voulez recevoir du courrier, mais vous ne voulez pas que les gens connaissent votre adresse. Vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement aller à la poste et louer une boîte postale. On va dire, voilà, ma boîte postale, c'est boîte postale numéro 4, poste de, je sais pas moi, Alger Centre. Les gens, quand ils vont vous envoyer un courrier, vous allez leur donner cette adresse. Donc, automatiquement, votre courrier ira vers cette boîte postale. Ensuite, vous allez pouvoir, quand vous voulez, aller à la boîte postale et récupérer le courrier. Ça, c'est un exemple physique. Donc, si la personne à qui vous avez donné votre adresse est un voleur, quand il ira à cette adresse, il ne trouvera pas votre maison, il trouvera une boîte postale.
Or, avec un alias de messagerie, c'est presque le même principe, mais seulement, au lieu que vous alliez vous-même à la boîte postale pour récupérer le courrier de la boîte postale viendra automatiquement chez vous. Et celui qui va forcer l'accès se retrouvera devant la boîte postale qui, elle, ne donne accès à rien. Abatcha qui dit, mais si ma destination me répond, comment puis-je être notifié? Oui, mais j'ai pas compris là. J'ai pas compris votre question, Abatcha. Alors, comment puis-je? Monsieur, Ah, s'il vous plaît. oui, oui, Abatcha. Vous avez dit que si on ne veut pas être identifié, c'est de ne pas mettre aucun contact entre moi et l'alias mail. Oui. Mais maintenant, s'il y a un message qui m'est destiné à moi, comment puis-je savoir que c'est à moi si je ne suis pas notifié ou bien quelque chose comme ça? D'accord. Non, je dis que vous êtes notifié en cas où vous recevez un message. Attends, je vous explique. Vous allez créer un alias. On va dire votre boîte mail s'appelle abatcha@outlook.com. D'accord? Ensuite, vous avez créé un alias qui va s'appeler map@outlook.com. Vous allez vous enregistrer avec cet alias. Quand vous allez vous enregistrer avec cet alias, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer votre alias et vous allez faire en sorte que les mails qui arrivent via cet alias soient orientés vers un dossier dans votre boîte mail. Mais ils arriveront à votre boîte mail, mais pas dans boîte de réception, mais dans un autre dossier. Peut-être qu'il va s'appeler alias. C'est à vous de l'appeler comme vous voulez. Automatiquement, dès que le mail arrive, il ira vers ce dossier et votre boîte mail va vous notifier, comme à l'instar de n'importe quel courrier. Mais seulement, au lieu de trouver votre courrier dans la boîte de réception, vous allez le trouver dans le dossier alias. En même temps, quand vous allez envoyer un mail pour répondre à la personne, votre boîte mail vous donnera le choix. Au moment où vous envoyez un mail, vous avez votre adresse et l'adresse de l'expéditeur, le tout. Vous cliquez sur votre adresse, elle va vous dire, vous voulez vous envoyer avec votre adresse d'origine ou avec l'alias. Vous pouvez choisir l'alias. Et dans ce cas-là, la personne qui reçoit votre message, elle verra qu'elle a reçu le message de la part de alias@outlook.com. Maintenant, si la personne est une personne, disons, malveillante, et qu'une fois qu'elle a votre alias, elle va essayer de craquer votre boîte mail. Elle va aller par exemple vers la fenêtre de connexion, elle va taper alias@outlook.com, elle va saisir un mot de passe aléatoire. Le message qu'elle aura, c'est quoi? Mais mot de passe incorrect. Elle pourra essayer de faire une attaque plus sophistiquée par brute force ou bien une attaque par dictionnaire via pour le mot de passe via un outil automatisé, même si elle tombe sur le vrai mot de passe, par hasard. Elle n'aura pas accès à votre boîte mail. Pourquoi? Parce que l'identifiant est erroné. L'alias n'est pas considéré comme un identifiant pour l'accès à la boîte mail. D'accord? Voilà ce que j'étais en train de vous expliquer. Mais sinon, tous les courriers qu'on vous enverra via l'alias, vous allez les recevoir. Ils vont être dans votre boîte mail, mais dans un dossier séparé. Et vous serez notifié le plus normalement du monde et vous pouvez accéder à vos courriers. Est-ce que c'est clair, monsieur Abatcha? OK. Alors, pour l'énumération SMTP, vous avez plusieurs outils aussi. Soit on utilise Telnet avec la manière traditionnelle, SMTP User ou bien Netscan Tool Pro. Alors, il y a aussi l'énumération en utilisant le transfert de zone DNS. Alors, qui peut nous dire c'est quoi un transfert de zone DNS? Tic, tac, tic. Bon, pour ne pas perdre de temps, je vais vous répondre rapidement. Alors, généralement, un serveur DNS, il sert à quoi? Il sert à énumérer, il est là, il a des clients derrière. Les clients, quand ils veulent faire un échange par nom, ils vont le faire par nom. Lui, il va faire la translation entre le nom et l'adresse IP pour permettre un échange cohérent. Donc, réellement, derrière chaque serveur DNS, nous avons un ensemble de clients. Maintenant, il y a certains serveurs DNS que vous allez trouver dans votre DMZ, ou bien que vous allez trouver carrément à l'extérieur. Imaginons qu'une société a mis son serveur DNS dans la DMZ.
Moi, je me connecte à ce serveur DNS. S'il est dans la DMZ, c'est que je me connecte de manière tout à fait légitime. Ensuite, je vais lui dire, le serveur DNS dispose généralement de plusieurs zones. Il a la zone DMZ pour laquelle il a un certain nombre de serveurs. Il a la zone externe. Peut-être qu'il a la zone interne aussi. Moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, voilà, je veux transférer de zone, faire un transfert de zone. Donc, au lieu de voir d'être dans la zone externe, je vais basculer vers la zone interne. Certains serveurs DNS mal configurés vont autoriser ce transfert. Donc, dès que je me transfère dans la zone interne, je vais lui dire je vais lui dire liste-moi la liste des autres clients pour que je récupère la table DNS. Automatiquement, il va me donner la liste de tous les PC, de tous ces serveurs, de tous les équipements qui se trouvent dans la zone interne avec leur adresse IP et leur nom. Donc voilà généralement comment un pirate va utiliser le transfert de DNS pour faire une énumération de tout ce qu'il y a à l'intérieur du réseau. Maintenant, pour faire un transfert de zone DNS, vous pouvez utiliser NSLOOKUP, DIG, DNSRECON. Mais bien sûr, on ne peut faire le transfert de zone DNS que si les paramètres de transfert sont activés au niveau du serveur cible. Maintenant, un serveur bien configuré ne vous autorisera pas à faire un transfert de zone DNS. Ça, c'est clair. Il y a une autre technique, ce qu'on appelle le DNS cache snooping. C'est tout simplement une technique d'énumération DNS à travers laquelle vous allez interroger le serveur DNS pour les enregistrements qui sont mis en cache, tout simplement. Donc là, vous avez deux méthodes. Soit la méthode récursive dans laquelle vous allez envoyer une requête, récursive pour déterminer l'heure à laquelle l'enregistrement DNS va résider en cache, ou bien tout simplement une méthode non récursive dans laquelle vous allez envoyer une requête non récursive, dans laquelle vous allez définir un bit de récursivité souhaité, ce qu'on appelle le bit RD, dans l'entête de votre requête. Et là, tout simplement, vous allez récupérer uniquement. Là, par contre, je précise, avec le transfert de zone DNS, on récupère tous les enregistrements. Par contre, avec le cache snooping, on ne peut récupérer que ce qui est en cache. Alors là, Hamadash, monsieur, le transfert ne réplique pas aussi les zones DNS au travers de l'ensemble des serveurs DNS. À vrai dire, ça dépend. Là, ce qui nous intéresse, nous, c'est le transfert de zone. Ce n'est pas forcément la réplication. Parce que quand on fait de la réplication à travers un ensemble de serveurs DNS, la réplication en elle-même ne dévoile pas les informations. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la réplication, vous n'allez pas répliquer la totalité des enregistrements, mais vous allez répliquer tout simplement les enregistrements qui vous intéressent par rapport à une requête fondée. Je vous donne un exemple plus parlant. Imaginons maintenant que j'ai des machines dans mon réseau interne qui ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Est-ce que si quelqu'un fait une requête depuis, par exemple, moi je suis là chez moi, disons que Hamadash, elle est chez elle à la maison, moi je vais faire une requête pour essayer d'accéder à son PC. Je ferai une requête DNS, le plus normalement du monde, et passera par exemple de mon PC, ira vers mon routeur qui ira vers le serveur DNS pour Algérie Télécom, mais il sera bloqué à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vu le nom que je donne, vu le serveur DNS d'Algérie Télécom ne connaît pas de l'information. Il aura beau remonter l'information, même si le serveur racine, il n'y a aucune référence d'un serveur DNS public capable de donner cette information. Donc la requête n'aboutira pas. Pourquoi? Parce que Hamadash, par contre, si elle avait configuré les choses autrement, si le nom de la machine qu'elle avait mis était une machine publique, donc accessible depuis l'extérieur, parce que par exemple, ils ont un serveur de messagerie ou un serveur web qu'elle a mis, ou n'importe quelle autre machine pour laquelle elle a fait une publication DNS. Là, automatiquement, dès que je fais ma requête, je serai peut-être orienté directement par le serveur d'Algérie Télécom vers la machine de Hamadash et j'aurai accès. Or, dans le transfert de zone DNS, ça c'est une requête, disons, légale, autorisée, qui fonctionne le plus normalement du monde. Or, dans le transfert de zone DNS, j'essaie d'accéder à des machines qui ne sont pas censées être vues de l'extérieur. Donc, pour lesquelles il n'y aura pas de réplica DNS. Donc, le serveur DNS
qui est au niveau, par exemple, chez Hamadash, au niveau de son routeur, dans son fonctionnement normal, il n'est pas censé donner accès à ces informations. Imaginons que Hamadash a son laptop, elle a son smartphone qui est connecté aussi, peut-être qu'elle a une Smart TV qui est connectée, une console de jeu, le PC de son frère ou de sa sœur, le PC de sa mère. Donc, elle a environ, disons, 7 ou 8 enregistrements DNS. Ces enregistrements ne sont pas censés être visibles de l'extérieur. Donc, avec une requête normale, même s'il y a des réplicas DNS qui se font, les réplicas de ces enregistrements ne se feront jamais. Maintenant, imaginons qu'elle a une vulnérabilité, que son serveur DNS est mal configuré, celui qui est au niveau de son routeur. Que je me connecte à son routeur et que je demande à son serveur DNS de faire un transfert de zone. Automatiquement, que va faire son routeur? Il va m'afficher tout ce qu'il a comme enregistrement pour la zone interne. Donc, il me donnera l'adresse IP de tous ces équipements, leur nom et le type d'enregistrement DNS. Donc, si je veux mener une attaque, maintenant, je connaîtrai l'adresse IP de la télé de Hamadash, je connais l'adresse IP de son smartphone. Bien sûr, pas l'adresse IP publique, mais l'adresse IP qui est dans le réseau interne. Je connaîtrai l'adresse IP de son laptop, celui de sa mère, son frère, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair, Hamadash? OK. Alors, il y a une autre technique qu'on appellera le DNS Secure Zone Working. Alors, le DNS Secure Zone Working, c'est tout simplement une technique qui me permettra toujours de faire de l'énumération DNS et dans laquelle un attaquant va essayer d'obtenir des enregistrements internes du serveur DNS si la zone DNS n'est pas correctement configurée. Là, c'est un peu différent du transfert de zone DNS. Là, c'est beaucoup plus des erreurs de configuration dans la zone elle-même. Donc, là, l'attaquant va utiliser des outils tels que LDNS ou bien DNS Recon pour exploiter la vulnérabilité et obtenir des informations sur le domaine cible et pouvoir par la suite lancer plus d'attaques. Donc là, je répète, ce n'est pas un transfert de zone, mais beaucoup plus l'exploitation d'une vulnérabilité qui existe dans DNS si il y a une mauvaise configuration de la zone elle-même. D'accord? Maintenant, il y a d'autres techniques d'énumération. Par exemple, si on parle d'énumération IPsec. Bon, vous connaissez tous le protocole IPsec, je suppose. Donc, IPsec, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser une charge utile de sécurité, donc ce qu'on appelle l'encapsulation, donc ESP. Il va utiliser une entête d'authentification AH. Il va utiliser un échange de clés sur Internet pour établir les sessions sécurisées, donc c'est ce qu'on appelle l'IKE, pour permettre de sécuriser une connexion dans un VPN, entre les deux points du VPN. Donc la plupart des VPN, généralement qui utilisent IPsec, feront une association de sécurité d'Internet avec la gestion des clés, ce qu'on appelle le ISA-KMP. Donc, il y a là une partie de l'IKE qui va être utilisée pour l'établissement, la négociation, la modification et la suppression de l'association de sécurité. Et nous avons les clés cryptographiques dans l'environnement VPN. Donc, généralement, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire une simple recherche d'ISA-KMP sur le port UDP 500. Pourquoi est-ce qu'il va faire de la recherche? Pour voir est-ce qu'il y a une passerelle VPN qui est présente ou non. Maintenant, l'attaquant pourra toujours approfondir sa recherche à l'aide d'un outil, par exemple IKE Scan, pour pouvoir énumérer des informations sensibles. Maintenant, quelles sont les informations qu'on veut avoir en faisant de l'énumération? On va essayer de trouver, par exemple, quel est l'algorithme de chiffrement qui est utilisé, quelle est la fonction de hachage qui est utilisée, quel type d'authentification est utilisé, quel est l'algorithme de distribution de clés qui est utilisé, quelle est la durée de vie de l'association de sécurité. Donc voilà la nature des informations qu'on va utiliser. Par contre, je vous préviens, attaquer un protocole IPsec n'est pas aussi facile que ça peut sembler l'être, bien que le protocole IPsec maintenant est devenu très vulnérable et qu'on peut réussir l'attaque, mais ça demande un certain niveau de connaissance et une certaine durée. Bon, avec les bons équipements, la bonne connaissance, vous pouvez craquer un IPsec en 20 minutes. Hein, que les choses soient claires. C'est pour ça qu'on a basculé vers d'autres protocoles actuellement. Alors, il y a aussi l'énumération VoIP.
Il faut savoir que ce que je vous donne maintenant, c'est des énumérations bien ciblées, mais on peut faire l'énumération pour n'importe quel protocole existant sur Internet. D'accord? On n'aura jamais le temps de citer tous les types d'énumérations possibles et imaginables, donc on essaye de parler des énumérations les plus importantes. Alors, la VoIP utilisera le protocole SIP, bon, c'est le protocole utilisé pour la voix IP, pour tout ce qui est Apple Voix et vidéo à travers un réseau IP. Donc, quand on parlera de l'énumération SIP, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler sur les ports TCP/UDP 2000, 2001, 5050 et 5061. Et là, on va récupérer des informations sensibles telles que c'est quoi le serveur de VoIP, c'est quoi la gateway utilisée, quel système IPv6 ils utilisent, quelle est la liste des clients, est-ce que que ce soit bien sûr des clients soft ou bien des clients hardware. Un client hardware, c'est un client qui utilise un téléphone physique IP. Un client soft, c'est celui qui utilise la voix IP via son PC ou via son smartphone. On peut récupérer les adresses IP des user agents ainsi que toutes les extensions déployées auprès des utilisateurs. Alors, ces informations, généralement, on peut les utiliser pour faire soit un denial of services, soit une session hijacking, un spoofing d'ID, de l'écoute tout simplement, bien carrément du spam. Alors, il y a aussi l'énumération des clients et des utilisateurs Linux, voire Unix aussi. Donc là, vous pouvez utiliser des commandes simples, soit finger, soit rwho, la rusers. On peut faire de l'énumération FTP ou bien TFTP. Bon, FTP pour le protocole de File Transfer Protocol, pour le transfert de données. Donc là, avec FTP, il faut savoir que c'est un protocole qui n'est pas sécurisé, qui utilise le port 21 et avec lequel, avec une simple commande, vous allez pouvoir récupérer l'ensemble de la liste des utilisateurs, comme vous pouvez tout simplement faire un brute force de FTP, renifler les paquets, etc. Généralement, pour pallier aux faiblesses de FTP, il y a eu le protocole TFTP. Donc, même pour lui, on peut faire une énumération en utilisant soit un port query, soit du Nmap, pour récupérer des informations telles que les services qui exécutent TFTP, la liste des fichiers stockés. Et ces informations peuvent être utilisées soit pour avoir un accès non autorisé sur le serveur FTP, soit pour voler les fichiers qu'il contient, ou bien uploader des scripts malveillants à l'intérieur du serveur FTP. Oui, monsieur Swag, vous avez raison. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se protéger contre ce type d'attaque? Alors, pour l'énumération SMTP, il faut supprimer toutes les informations sensibles des mails de réponse. Quand on parle d'informations sensibles, c'est essayer de masquer toutes les informations qu'on peut mettre au niveau des réponses automatiques. On peut désactiver tout ce qui est relais ouvert au niveau de votre réseau. On peut limiter le nombre de connexions acceptées à partir d'une source IP pour essayer d'éviter les attaques par brute force. C'est-à-dire à partir de la même source IP, je me limite par exemple à 5 connexions, pas plus. Je peux, bien sûr, au niveau de l'utilisateur, ignorer tout mail envoyé à partir de sources inconnues. Pour l'énumération LDP, il faut mettre en place une politique de contrôle d'accès, configurer votre politique de mot de passe, configurer votre chiffrement SSL, configurer votre protocole d'authentification et bien sûr, configurer des usernames du LDAP différents des usernames utilisés au niveau des mails. Pour le transfert de zone DNS, évitez tout simplement de publier des informations d'adresse privée dans les fichiers de zone. Désactivez tout simplement le transfert de zone avec les hôtes non fiables. Ça veut dire faites une liste restreinte d'hôtes que vous connaissez qui ont le droit de faire le transfert de zone. Vous devez cacher toutes les informations sensibles et utiliser des services DNS premium qui cachent les informations sensibles. Par exemple, quand vous faites le whois, vous pouvez désactiver toutes les informations sensibles relatives à votre domaine. Pour l'énumération NTP, on configure la couche MD5. On configure l'authentification NTP et on met bien sûr à jour notre version NTP. Donc là, ça nous permet de chiffrer les informations les plus importantes. Pour tout ce qui est énumération NetBIOS, il faut désactiver le SMB, désactiver le NetBIOS, utiliser un firewall réseau, un firewall sur lot et désactiver les partages.
Pour l'énumération SNMP, on peut mettre des restrictions additionnelles pour les connexions anonymes. On doit automatiquement basculer vers la version 3. On doit supprimer les agents SNMP ou bien désactiver carrément le service SNMP. Maintenant, si la désactivation n'est pas envisageable, vous devez modifier le nom par défaut du community string. Vous vous rappelez, on avait dit que généralement tous les administrateurs laissent le mot de passe par défaut. Là, il faudra tout simplement le changer. Si vous le changez, ça devient beaucoup plus compliqué pour l'attaquant de le retrouver pour essayer d'avoir la topologie. Il y a une règle importante en sécurité, on vous dit, il faut jamais dire je suis en train de sécuriser pour rendre toute attaque impossible, parce que vous ne pourrez jamais le faire. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous attaquer. Par contre, en matière de sécurité, le paradigme vous dit la chose suivante. Je n'empêche pas un attaquant de m'attaquer, mais je me poserai toujours la question, quand est-ce qu'on va m'attaquer? Pourquoi? Parce que bon, l'expérience a démontré à travers le monde qu'il n'existe pas une organisation sur la planète qui ne s'est jamais fait attaquer. Tout le monde se fera attaquer un jour ou l'autre. Vous ne savez pas qui est votre adversaire, qui peut avoir 10 000 fois plus de moyens que vous. Donc, ce que vous devez faire, c'est essayer de rendre l'attaque la plus complexe possible, tout en réduisant les dégâts que vous allez subir en cas d'attaque. Donc, vous essayez de rendre la tâche de l'attaquant le plus complexe possible. C'est pour cela que la moindre contre-mesure qui va lui compliquer la vie est toujours la bienvenue. Au niveau de SMB, donc, ce qu'on va faire, c'est on va désactiver le protocole sur les serveurs web et DNS. On va désactiver le protocole sur les serveurs frontaux, donc tous les serveurs qui sont en Edge. Et on va essayer de désactiver les ports 139 et 445. Pour le protocole NFS, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je dis NFS, je pense à Need for Speed. Mais bon. On va essayer d'implémenter des permissions adéquates sur les fichiers système qu'on va exporter. On va bloquer le port 2049 sur le pare-feu, parce que bon, de l'extérieur, je ne vois pas l'intérêt que quelqu'un puisse entrer. On va consigner les demandes d'accès aux fichiers système sur des fichiers de log au niveau du serveur. Et bien sûr, il y a une option que vous devez toujours activer, qui est le root squash au niveau de votre ETC export. Pourquoi? Pour que toutes les demandes faites en tant que root sur les clients ne soient pas approuvées. Agda, personne ne peut accéder en mode root. Si vous ne le faites pas, n'importe qui peut venir en mode root à partir d'un client externe. Et bien sûr, configurer correctement l'ensemble de vos fichiers. Pour le FTP, vous devez implémenter le FTP Secure, donc le SFTP dont a parlé votre camarade tout à l'heure. Vous devez implémenter des mots de passe robustes ou bien une stratégie d'authentification qui est basée sur la certification. Vous devez vous assurer que l'upload sans restriction est désactivé, parce que là, il faut toujours mettre des restrictions sur votre upload. Par exemple, pour éviter certains types d'extensions, éviter certains volumes de fichiers, etc. Vous devez vous assurer que de désactiver le compte FTP anonyme. Donc, les comptes anonymous n'ont pas lieu d'être. Et vous devez restreindre l'accès par adresse IP ou par nom de domaine à votre serveur FTP. Ça veut dire seulement ceux qui sont sur votre whitelist. Alors, quand on parle de certification, ça veut dire tout simplement les certificats numériques. Effectivement, Hamadash. Donc, ça veut dire mettre en place un système qui utilise les certificats numériques pour pouvoir faire des transactions. Donc, mettre en place carrément une politique de chiffrement et d'authentification basée sur la notion de certificat. Ça peut être du SSL, comme ça peut être n'importe quel autre protocole qui utilise des certificats. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc là, je vais prendre les 10 minutes qui restent pour discuter avec vous, mais je ne me rappelle plus de quoi. Hamadash, de quoi est-ce qu'on devait discuter tout à l'heure? J'aime bien de quelque chose et des TP. Alors, commençons par les TP. Alors, au niveau des TP, nous avons un petit souci. C'est que, d'une part, les TP en présentiel ont une durée d'1 heure au lieu d'1 heure et demie. Donc, on n'aura jamais le temps de tout faire. Aussi, au niveau de ce module, si vous avez remarqué, il y a beaucoup de pratiques à faire.